Jamais. La bataille, d'ailleurs, n'est pas terminée, mais les associations ont gagné la première partie, en tout cas, face à l'État. L'État condamné hier à un euro symbolique pour préjudice moral, pour avoir tardé à organiser les séances d'information et d'éducation à la sexualité à l'école. Au moins 3 séances annuelles, comme prévu par la loi 2001. Le tribunal administratif de Paris avait été saisi par plusieurs associations, SIDAction, SOS Homophobie et le planning familial. On en parle avec vous. Merci de nous avoir rejoints toutes les deux. Sarah Durocher, vous êtes justement la présidente du planning familial. Bonjour à vous. Et bonjour Thérèse Argot, vous êtes sexologue et thérapeute. Merci de nous avoir rejoints également. Alors le tribunal a estimé hier que ces séances n'avaient pas été faites de manière systématique, finalement, qu'il n'y a pas eu de mesure pour en assurer l'effectivité de la part du ministère de l'Éducation nationale. C'est une première victoire pour vous. Ah oui, c'est une première reconnaissance. Nous, ça faisait des années, les associations, qu'on alertait sur cette situation. On le voyait sur le terrain et c'est pour ça qu'on a saisi la justice par rapport à ça. On aurait préféré avoir un rendu qui disait que la loi était mise en place. Mais en effet, le constat a été fait. Nous, on le voyait sur le terrain et c'est pour ça que les associations, avec leurs avocats, ont saisi la justice. Le ministère de l'Éducation nationale s'est défendu en faisant valoir notamment la sensibilité, je cite, du sujet et les controverses qu'il suscite, Thérèse Argot, controverses sur lesquelles on va revenir précisément. Mais vous la comprenez, cette décision du tribunal, ou vous estimez que le gouvernement a fait en sorte quand même d'encadrer ces séances ? Non, bien sûr que non. La plupart des élèves n'ont pas eu ces séances. Et c'est un manque qui va peser après dans leur développement psycho-affectif. On ne parle pas de choses un peu anecdotiques, on parle de leur vie. Les relations, elles sont très importantes à cet âge-là aussi. Et donc, c'est très grave ce qui se passe. C'est un sujet grave. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Et moi, je remercie les associations, le planning familial, entre autres, de s'être vraiment battues pour montrer en fait à quel point ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement. Donc d'abord, félicitations à eux d'avoir engagé ce procès. Est-ce que finalement, il y a une sorte de refus d'obstacle de la part du gouvernement sur ce sujet, puisqu'il a utilisé le mot controverse? C'est vrai qu'on va revenir sur ce programme EVARS, c'est l'acronyme pour cette éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. En l'occurrence, ça avait fait polémique sur plusieurs sujets sur lesquels on va revenir. Est-ce que c'est possible que le gouvernement se dise finalement on prend un peu notre temps parce qu'il y a polémique sur certains sujets? Je crois que l'État a pris 25 ans en termes de temps, puisque, en effet, c'est une loi qui date de 2001. Je pense que c'est une génération entière qui n'a pas pu avoir accès à l'éducation à la sexualité. C'est des féminicides qu'on aurait pu éviter, des transmissions VIH-IST qu'on aurait pu éviter, des attaques LGBT-phobiques qu'on aurait pu éviter aussi. Donc c'est un peu ça aussi, c'est de se dire qu'il faut que les générations d'aujourd'hui et de demain aient accès. On parle d'une loi, on ne parle pas juste d'une volonté des associations, on parle d'une loi qui est encadrée avec un programme qui vient de sortir, en effet. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est simplement l'application de la loi. Et je crois que ce n'est pas trop en demander. Et en effet, il faut du courage politique aujourd'hui, il faut une vraie politique publique. On ne peut pas juste avoir une loi et un programme. Aujourd'hui, nous, on fait le constat sur le terrain. On a des baisses de financement alors qu'on a une expertise importante, les associations, du travail qu'on fait depuis très longtemps. Donc, il y a quelque chose, en effet, d'assez contradictoire. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une vraie politique publique avec un financement, avec une cartographie, avec une coordination. Aujourd'hui, on ne sait pas le nombre d'interventions qu'il y a en France alors qu'on parle d'une loi et on parle d'un programme qui est plus que nécessaire pour les jeunes et les moins jeunes. Et c'est pourquoi le tribunal a statué. Donc cette carence de l'État est une faute, c'est ce qui a été dit hier. Donc on va revenir sur ce programme éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, donc qui a été, dont les modalités en tout cas on les a connues, c'était en février dernier. Maintenant, on va revenir avec vous dessus. Florent Boutet, bonjour. Vous allez justement nous préciser ce que contenait ce programme tel qu'il a été annoncé en février. Ce qui marque, c'est le caractère extrêmement complet de ce programme qui est à mi-chemin entre santé publique et citoyenneté. Et ça commence dès l'école maternelle où il s'agit ici de connaître son corps tout en respectant les autres. Regardez, comprendre l'intimité, commencer à aborder cette notion, exprimer un accord ou encore un refus, identifier ses émotions. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile à cet âge-là, vivre l'égalité filles-garçons, accepter la diversité des familles. C'est vrai, elles peuvent notamment être monoparentales, homosexuelles, avec des familles nombreuses ou encore avec un enfant unique par exemple, ou encore identifier les personnes de confiance. Ça continue à l'école primaire. On monte en gamme en ce qui concerne l'âge des enfants. Il faut se sentir bien par rapport au changement de son corps, comprendre une relation humaine. Celle-ci peut être éthique, affective, légale. On commence aussi à connaître ses droits, comprendre le consentement, lutter contre les discriminations et repérer le harcèlement. On voit bien qu'ici, on est vraiment au cœur de l'actualité. On continue avec le
le collège. Ici, on développe sa personnalité et on commence à aborder la sexualité. On prévient les risques sur les réseaux sociaux. Cette image, franchement, elle parle d'elle-même. On commence à connaître, à assumer ses préférences, à distinguer amour, plaisir et reproduction. On fait la différence entre vie publique et vie privée. On trouve sa place au sein d'un groupe. Et puis, au lycée, regardez, on prend soin de sa santé, prévention par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, et on reconnaît ses désirs en sachant être libre, respecter les autres, développer une image positive de soi et puis s'épanouir dans une relation équilibrée. Florent Boutet, vous êtes très précis. Merci à vous pour tous ces points. Il y avait eu quelques points d'achoppement, quelques points de crispation aussi, on s'en souvient. Oui, avec une polémique qui avait vraiment fait beaucoup parler d'elle. Suite à 2023, des écoles qui avaient été incendiées chez nos voisins belges sur la ville de Charleroi, où un programme équivalent est mis en place depuis 2012. Ça avait rebondi en France avec des pétitions. Il y en a eu jusqu'à une qui a été relayée sur le site de l'Assemblée nationale, qui a fait plus de 100 000 signatures. Rendez-vous compte, des pétition qui accusait l'État de promouvoir la masturbation, la pornographie, l'homosexualité, l'identité transgenre ou encore d'exclure les familles. Tout cela à l'initiative de familles catholiques, mais pas seulement, un public très religieux, mais ça allait parfois au-delà. Tout cela, c'est de la fake news, des fausses informations. Bien sûr, ces notions, elles sont abordées, mais en aucun cas, elles ne sont encouragées. Merci beaucoup, Florent Boutet, pour vos explications. Alors, aujourd'hui, on sait que seuls 15% du coup des élèves ont bénéficié de ces séances obligatoires. En tout cas, c'est le chiffre que vous donnez. Thérèse Argot, on vient de revoir, il y avait des parties de ce programme qui avaient fait un peu polémique, qui avaient fait débat, qui ont évolué. Est-ce que pour vous, finalement, tout le monde peut y adhérer aujourd'hui ? Parce que tout le monde doit y adhérer parce qu'il y a aussi une loi. On habite en France et en France, il y a des règles du jeu précises quand on est en relation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de valeur ou de religion, etc. En fait, là, on est en train d'apprendre aux élèves comment se comporter en France dans nos relations. Par exemple, sur la question du consentement. C'est pas moi, Thérèse Argot, qui invente les règles. Je rappelle simplement qu'en France, voilà de quoi il s'agit quand on parle de consentement et comment est-ce qu'on fait pour le respecter. Simplement, en fait, il faut informer sur ces règles et donc il faut faire attention parce que ces polémiques, elles ont toujours existé en matière d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est que ce sont des adultes qui empêchent que ces interventions soient faites auprès des élèves. Et nous, on le voit sur le terrain, que les élèves en ont besoin, qui nous remercient après. Et c'est vrai que les bâtons dans les roues, on les a de la part des adultes. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Avec des discours, on l'a vu, qui ont été adaptés à chaque âge. Et évidemment, c'est très important, notamment pour les enfants. On se souvient de cette polémique sur faut-il parler de sexualité à des enfants de maternelle ou de primaire. Regardez ce chiffre en France. Quelques 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Ce sont des chiffres évidemment effrayants. Alors le mot sexualité a été enlevé d'ailleurs de ce programme EVARS. On parle de respect de son corps et d'intimité finalement. Oui, tout à fait. Ça veut dire que, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire que nous, on a toujours été dans le cadre de la loi. Il faut rappeler aussi que quand même, il y a un agrément qui est donné aux associations, donc c'est très encadré par rapport à ça. En effet, on fait depuis quelques années des constats en se disant que il y a 3 enfants dans chaque classe qui est victime de violences sexuelles. La question du repérage des violences, il est plus qu'essentiel. On a le CESE aussi qui en parle, le HCE qui en parle. Depuis des années, on a ces constats-là. On voit en effet que le chiffre de 15% ne bouge pas, et c'est pas nous qui le disons, c'est l'inspection générale et c'est également le HCE qui le disait déjà en 2006. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas eu de politique réellement mise en place. Il y a vraiment une urgence à réagir. On ne peut pas juste faire le constat à chaque fois sur les questions LGBT-phobie, sur les questions d'accès aux droits. Enfin, vraiment, c'est très important. Vous intervenez d'ailleurs concrètement dans les classes. Bien sûr, on intervient auprès de 150 000 jeunes parents, auprès de 3 600 établissements. On en refuse autant. C'est-à-dire que les gens veulent de l'éducation à la sexualité. Il y a une demande, que ça soit des parents, que ça soit des enseignants et que ça soit évidemment des personnes concernées. Donc c'est très important. Et moi, je voudrais juste rajouter, on a eu une offensive d'une gravité pas possible. Ça veut dire que la désinformation... Alors, on va y venir justement, si vous le voulez bien. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ces séances, elles sont d'autant plus importantes qu'il y a une campagne de désinformation en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment avec des discours conservateurs, masculinistes, qui ont des conséquences évidemment sur la santé sexuelle de nos jeunes. Par exemple, on l'a redit ce chiffre il y a 2 jours, on a vu l'explosion du nombre de cas de VIH en ce 1er décembre, à journée de lutte contre le virus du sida. Pour un public jeune et influençable qui s'informe presque exclusivement en ligne, évidemment, il faut que cet apprentissage il soit borné, encadré et fait par des professionnels. Oui.
Il faut le faire. Moi aussi, juste là, par exemple, le mois de novembre, le mois dernier, j'ai rencontré plus de 3000 jeunes. Alors moi, plutôt dans des cadres de grandes conférences, j'ai des promotions entières. Donc j'ai 300, 500 jeunes devant moi à qui, en fait, justement, je rappelle un peu les règles du jeu. Et après ces séances, ou pas, enfin, pendant les séances, je leur permets aussi de poser toutes leurs questions. Je voudrais simplement rappeler aux gens qui sont en train de nous écouter de quoi il s'agit. Je vous donne des questions que j'ai reçues là, il y a quelques semaines. Par exemple. C'est anonyme. Madame, c'est anonyme. Toutes les questions. J'en ai des milliers. Mais j'en ai sorti quelques-unes qui sont qui illustrent assez bien la situation. Si on finit par céder au chantage d'un garçon avec qui on était en couple, est-ce que c'est considéré comme un viol, surtout s'il est violent physiquement, pour nous faire l'accepter? Ça, c'est en classe de seconde, d'accord. En classe de première, si jamais on fait un blackout du viol à cause de l'alcool, comment on est censé aborder la chose dans sa tête et l'accepter pour mieux se sentir? Attendez, aussi très intéressant, les questions alors plutôt des premières au lycée, ou terminales. Ce sont des lycéens. Moi, c'est que des lycéens. De manière anonyme, donc c'est dire à quel point ils se posent la question. Comment bien prendre au sérieux la question du consentement si lorsque l'on porte plainte, la majorité du temps, il n'y a jamais de suite, même avec des preuves concrètes? Ce sont des lycéens qui me posent la question. Ce sont des questions surtout très concrètes. Mais très concrètes. Ouais. Comment se sentir mieux, madame, après un viol? Comment oublier? Mais en fait, c'est de ça dont on parle. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas en train de parler de choses comme ça anecdotiques. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui posent ces questions-là. Et alors, moi, je me permets aussi toujours de préciser, c'est pas les enfants des autres. Ce sont nos enfants. J'ai l'occasion d'intervenir aussi beaucoup dans des lycées privés, des lycées qui sont très privilégiés, des lycées qui ont, avec des enfants qui ont beaucoup reçu. Et ce sont leurs questions. Et qui ont accès aussi, pourtant, à plein de ressources autres qu'évidemment que les réseaux sociaux. Donc ça pose question. En fait, je veux dire que là, c'est que c'est pas une question de milieu social. Tout le monde a besoin de recevoir cette information et tout le monde a besoin de savoir exactement ça veut dire quoi le consentement, ça veut dire quoi le respect et puis toute l'information évidemment pour prendre soin de son corps et le corps de l'autre. C'est un indispensable. Il y a même pas... En fait, voilà, c'est vrai que vous sentez un petit peu dans mon ton de voix et le vôtre, mais on comprend pas pourquoi il y a une réflexion à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'il y a des polémiques. C'est insensé, ces polémiques. C'est insensé quand on voit la réalité sur le terrain. Et c'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'encore en 2025, on s'interroge sur l'intérêt de faire ça? C'est insensé. Et d'ailleurs, je voudrais continuer à vous soumettre quelques chiffres d'un sondage OpinionWay qui date de novembre dernier, qui a été fait sur plus de 1500 personnes. Donc, c'est assez représentatif de la population masculine entre 16 et 59 ans. Regardez ce premier chiffre. Plus d'un homme de 16 à 34 ans sur 3, donc 37% consultent des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux de 25 à 34 ans qui connaissent des influenceurs masculinistes, eh bien, on est sur un homme sur 2 qui estime que leur contenu, vous le voyez, disent enfin la vérité. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ce chiffre? Évidemment, c'est assez effrayant malgré tout. Écoute, c'est juste un constat qu'on fait encore, que nous, on observe lors des séances d'éducation à la sexualité. On rappelle ce que ce sont, ces contenus masculinistes, justement. Pour le coup, le consentement n'y est pas du tout... Tout à fait. Et là, il y a SIDAction, à l'occasion du 1er décembre de la Journée internationale de lutte contre le VIH, qui a sorti une magnifique campagne sur les contenus masculinistes, aussi pour les dénoncer et les décrypter aussi, puisque en fait, il faut savoir aussi comment on identifie ces discours-là. Ce qu'on appelle les mâles alpha, donc la virilité assumée, la puissance. En fait, ils prennent énormément de place. Et le pouvoir, la domination sur les femmes. C'est un peu un retour de bâton du mouvement féministe. Ça veut dire que c'est vraiment une attaque, une contre-attaque qui n'est pas juste en France, qui est au niveau européen, au niveau international. Et en effet, les séances d'éducation à la sexualité sont hyper importantes. Que ça soit sur ces contenus, que ça soit sur la pornographie, s'il n'y a pas d'espace à un moment donné, juste pour échanger, pour poser des questions, n'importe quelle question. Moi, je suis toujours étonnée. J'ai été accueillante au planning pendant 15 ans. Je peux vous assurer qu'en 2 heures, des fois, on arrive à avoir des jeunes qui nous posent des questions. Est-ce que les questions d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'il y a 15 ans? Je pense qu'elles sont différentes. La notion de consentement mais fait son arrivée. Mais la question du corps, par exemple, c'est quelque chose... Enfin, nous, au planning familial, on reçoit énormément de femmes qui ne savent pas comment fonctionnent leurs règles, qui ne savent pas le droit à l'avortement, qu'est-ce qu'elles ont le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose autour de l'information. Déjà, et une en méconnaissance même temps, la masculinité, tout à fait. Ouais. Mais les courants, en fait, sont des courants de désinformation que nos jeunes entendent, mais pas que. Et donc, évidemment, que pour nous, c'est un levier important. Et je rappelle juste que c'est une revendication internationale du mouvement féministe, que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose d'important et de nécessaire et d'émancipateur, surtout. Vous parlez du masculinisme, c'est assez intéressant, effectivement. Moi qui suis sur le terrain depuis 20 ans, je vois comme une évolution dans les questions, dans les préoccupations des jeunes. C'est normal, c'est quelque chose aussi de très culturel, tout ça. Et par exemple, quelque chose d'assez nouveau, dans leurs petites questions qu'ils me posent, la notion de body count arrive maintenant systématiquement. Donc c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu. Et ils me demandent
demande, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le nombre idéal? Mais derrière la question, c'est que... C'est le jugement. C'est le jugement, c'est-à-dire qu'il est très bien accepté qu'un homme ait beaucoup de partenaires sexuels, mais si une femme a beaucoup de partenaires sexuels, elle est encore jugée très sévèrement. Et je le rappelle, parce que chaque semaine, j'interviens auprès des jeunes, et ils me le disent, madame, une fille qui a des relations sexuelles avec des garçons, elle est considérée comme une pute et une salope. Et je fais exprès d'utiliser ces mots-là, parce qu'ils le disent, pute et salope en 2025, parce qu'une fille a des rapports sexuels. Et le garçon, il est considéré comment? Comme un beau gosse, comme un chao, il est vraiment bien vu socialement. Encore en 2025, on n'arrive pas à casser ces jugements-là. Et c'est pour ça que nous, adultes, il faut qu'on vienne sur le terrain. Il faut qu'on les questionne dans leur façon d'envisager les rapports hommes-femmes, parce que sinon, on est les seuls avec ces contenus qui prennent de plus en plus de place sur Internet. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est que si on ne se charge pas de l'éducation sexuelle, sachez une chose, c'est que Internet s'en chargera et vous ne savez pas ce qu'ils regardent comme contenu vos enfants. C'est vrai. C'est vraiment important. On parle de la question des violences sexistes et sexuelles, évidemment, très régulièrement, malheureusement, dans le cas souvent de drames et de féminicides qu'on continue de décompter chaque année. Et bien, dans ce sondage, encore une fois, plus de la moitié des sondés considèrent que les hommes sont trop souvent accusés de violences sexuelles exagérées ou mensongères. On rappelle que les chiffres, c'est quand même plus de 90% des violences sexistes et sexuelles qui sont faites par des hommes. Ça monte à 96% et 97% pour les viols et pour les agressions sexuelles. Plus de la moitié aussi des personnes qui ont été interrogées jugent que c'est important d'être viril, 51%. Et ça a changé aussi. Il y a une vraie différence sur qu'est-ce que ça doit être d'être un homme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la masculinité quand on parle de discours masculiniste? C'est pour ça qu'il faut vraiment aussi parler, évidemment, aux garçons. Des questions de genre. Je pense toujours aussi au fait que ces garçons qui agissent comme ça, ils sont aussi le fruit d'une éducation ou d'une non-éducation. Et donc, au départ, ils ne sont pas nés agresseurs, nés violeurs. C'est qu'est-ce qu'ils ont reçu comme contenu, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme éducation pour en arriver là. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, ces séances, qu'elles soient données auprès des filles et des garçons, que tout le monde entende la même chose. Par exemple, là, encore la semaine dernière, j'interviens dans un lycée, j'ai une promotion entière, je leur rappelle ce que c'est le consentement. Au sein de le même groupe de jeunes, il y a des jeunes filles qui me disent après, j'ai été victime d'une agression sexuelle de la part d'un garçon qui était présent pendant l'intervention. Et ce que je trouve super, c'est qu'ils ont entendu tous le même message et qu'ils savent maintenant ce qui est permis, ce qui est défendu, ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont les mêmes règles, là où ils ne les avaient pas avant. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup de garçons qui se remettent en question, qui se rendent compte au travers de l'intervention que leur comportement n'était pas ajusté. Ils n'avaient peut-être pas assez conscience avant qu'on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. Donc, il faut aussi vraiment partir du principe que ces interventions auprès des garçons sont nécessaires. Moi, ce que je veux rappeler aussi, c'est qu'on est dans une société patriarcale. Ça veut dire que là, le retour de bâton, il est parce qu'il y a eu des victoires des féministes et qu'on a questionné la notion du genre et du rôle social de chacun et de chacune. Et qu'il y a eu des avancées par rapport à ça. Et on a, en effet, une montée du conservatisme au niveau mondial, européen et en France aussi, avec des discours qui sont très hallucinants et qui sont très graves, en fait, concernant... on parle quand même de retour de politique nataliste, on repart sur des choses comme ça. Je trouve ça hyper grave, en fait, par rapport à tout le combat qui a été fait. Et aujourd'hui, en effet, on pense que les questions d'éducation à la sexualité, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ça offre des espaces. On a une génération qui n'a jamais été aussi informée, mais très informée. Et faire le tri avec toutes ces informations-là, oui, parfois, il y a besoin d'espace pour le faire. Parfois, c'est pas non plus à la maison parce que la famille peut être aussi un lieu de violence. On le voit de manière très importante. Et donc, bien évidemment, qu'il faut d'autres espaces. Et c'est pour ça qu'on se bat pour que l'école vraiment permettre ça et permettre de faire en sorte qu'il y ait ces espaces. Ces croyances dont on parle, il faut savoir qu'elles augmentent considérablement les risques, les prises de risques en tout cas, et qui déstabilisent la culture du consentement, on l'a dit. Mais sur les risques, regardez ce chiffre par exemple sur le retrait du préservatif pendant un rapport sexuel, ce qui est une pratique qui est de plus en plus fréquente. Eh bien, 18% des 25-34 ans affirment comprendre ce retrait non consenti du préservatif et 34% parmi ceux qui adhèrent aux théories masculinistes. Ce sont quand même des chiffres effectivement que je voulais vous soumettre parce que ça nous a un peu interpellés. C'est quelque chose qui ne se faisait pas quand même il y a quelques années. Mais oui, en fait, vous avez remarqué... un vrai retour de bâton. On alerte depuis très longtemps, nous. Oui, mais c'est assez impressionnant de voir en fait comment est-ce que les informations changent. Moi, j'ai 40 ans, 41 ans, et quand j'avais leur âge, quand j'étais adolescente, on nous parlait que de deux choses. La question des maladies sexuellement transmissibles, particulièrement du sida, c'était les années sida. Et donc, on parlait de grossesses non désirées. C'était le seul discours qu'on avait en matière d'éducation sexuelle. Je ne me souviens pas une seule fois avoir entendu
entendu le mot consentement quand j'étais adolescente. Donc, on ne parlait pas non plus des dangers de la pornographie, etc. C'était vraiment un focus là-dessus. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant comme on ne parle quasi plus des infections, des maladies sexuellement transmissibles. Parce que là, c'est ça, les risques, évidemment. On en parle plus. Il y a une intervention dans le cadre en général du cours de SVT. Enfin, j'essaie de m'assurer qu'ils l'ont bien eu. Mais on sent que finalement, c'est comme si c'était plus un sujet, alors que voilà, les chiffres montrent que ça l'est encore. Est-ce que vous avez confiance toutes les deux en le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce qu'ils mettent en place les actions? Il a dit qu'il allait s'y mettre après cette décision de justice. Je cite le ministère qui répond que le déploiement des programmes est en cours avec une formation des personnels dès le printemps, un suivi et une évaluation en fin d'année. Écoutez, nous, on continuera d'alerter. En tout cas, ce qu'on observe, comme je le disais juste avant, il faut des vraies politiques publiques. Aujourd'hui, on est en plein débat sur le PLF et le PLFSS. Les associations du collectif du Livre Blanc ont fait des amendements pour avoir un vrai budget, une ligne budgétaire, et c'est pas juste symbolique, c'est vraiment pour que ça soit mis en place, que ça soit la formation des enseignants, que ça soit le financement des associations. Tous ces amendements ont été rejetés. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, et c'est à l'Éducation nationale qu'il faut poser les questions. Ça veut dire que nous, on est prêts, en effet, à continuer le travail que l'on fera, mais je tiens à dire quand même que les associations ont interpellé de manière très importante de baisse de financement. Oui. C'est-à-dire que le programme vient de sortir, mais moi je peux vous assurer que dans des régions, il y a des arrêts de financement. Il y a des bureaux qui alors ferment. qu'il y avait des projets qui existaient depuis très longtemps, parce que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est des projets entre associations et établissements. Et que là, on a des baisses de financement. Alors il faudra m'expliquer. Ça veut dire, il y a une loi, on sort un programme, et on baisse des financements des associations qui ont une expertise très importante sur ce sujet-là.